Camille, ne me dis pas que. Qu'est-ce que tu fais là? La voix trancha net dans l'air glacial de ce matin d'hiver. Je me suis figé sur place une seconde, le dos instinctivement redressé. La honte de me faire voir dans des vêtements aussi usés m'a envahi, mais j'ai refusé de baisser la tête ou de cacher mon visage. Ma fierté ne me le permettait pas. Lentement, j'ai levé les yeux vers l'homme qui venait de parler. C'était mon grand-père, Henri. Derrière lui trônait une berline noire de luxe, et sa silhouette, drapée dans un manteau sur mesure, formait un contraste cruel avec le bâtiment en béton grisâtre et crasseux derrière moi. À l'entrée pendait un panneau, Foyer Saint-Vincent, hébergement d'urgence pour étudiants. Oui, mon grand-père milliardaire venait de me voir sortir d'un foyer de transition pour étudiants sans abri. Grand-père. Ma voix était légèrement enrouée par l'air sec et froid du petit matin, mais elle est sortie assez clairement. Ça fait longtemps. Refoulant mon agitation, je me suis forcé à le saluer calmement. Il m'a dévisagé de la tête aux pieds comme s'il voyait quelque chose d'inconcevable. Un jean usé jusqu'à la corde, un sweat à capuche bon marché superposé pour tenir chaud, et à la main, un sac de sport contenant tout ce que je possédais au monde. Pourquoi sors-tu d'un endroit pareil, Camille? Réponds-moi. Sa voix tremblait, non pas de colère, mais d'un choc profond et d'effroi face à la réalité. Sa petite fille chérie vivait dans un foyer social. Il y a des raisons, mais je vais bien. Je continue mes cours à l'IFSI et je m'en sors. Tu vas bien? C'est impossible que tu ailles bien. Il a élevé la voix et les passants se sont retournés, surpris. S'avançant vers moi à grandes enjambées, il a saisi fermement mon bras devenu si maigre. Qu'est-il arrivé à la maison? La maison que je t'ai offerte? J'ai froncé les sourcils aux mots qui jaillissaient de sa bouche. La maison? Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. De quoi parles-tu? Quelle maison? La maison que je t'ai donnée il y a 6 mois pour tes 20 ans. Une maison bourgeoise meublée de 3 chambres à Neuilly-sur-Seine. Pourquoi n'y habites-tu pas? Ses yeux étaient injectés de sang, son expression désespérée. J'étais confuse. Une maison à Neuilly? Je n'avais jamais même vu l'intérieur d'une maison dans ce quartier huppé. Grand-père, calme-toi. Je n'ai jamais rien reçu de tel. La seule chose que j'ai eue pour mon anniversaire, c'est une carte de maman. Papa et les autres ont dit que tu voyageais à l'étranger pour affaires et qu'il n'y aurait pas de cadeau cette année. Qu'est-ce que tu as dit? Ses mouvements se sont figés. Je pouvais sentir son agitation se durcir rapidement en quelque chose de froid et tranchant. C'était un visage que je connaissais bien. Le visage d'Henri, le baron de l'industrie, qui était autrefois redouté dans le monde des affaires. Tu n'as rien entendu? Pas de clé, pas d'acte de propriété. Pas une seule fois, même quand j'ai été pratiquement jeté à la rue. Personne n'a jamais mentionné quoi que ce soit de ce genre. Lentement, il a lâché mon bras et a serré les mâchoires comme s'il avalait quelque chose d'amer. Au fond de ses yeux, les flammes de la rage brûlaient férocement. Je vois. Isabelle et Laurent. Il a murmuré les noms de mes parents d'une voix basse, tel un grondement. Monte dans la voiture, Camille. Nous devons parler. Mais j'ai mon stage à l'hôpital ce matin. Je t'y emmènerai. Avant ça, tu as besoin d'un vrai repas et d'une explication. Il n'y avait aucune place pour le refus dans son ton. J'ai laissé échapper un soupir discret et j'ai hoché la tête. Cela ne servait à rien de jouer les braves. Et quelque part, je sentais que le mystère de cette maison disparue détenait la clé de ce qui avait fait dérailler ma vie. En montant dans la voiture chauffée, la douceur du siège en cuir, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, a failli briser le fil de tension tendu à l'extrême en moi. Raconte-moi tout. Comment as-tu vécu ces derniers mois et ce qui s'est passé avec cette maison? Regardant toujours par la fenêtre, j'ai ouvert la bouche doucement. C'est une longue histoire, mais si tu es prêt à écouter. Et c'est ainsi que j'ai commencé à parler. Le sommeil était un luxe pour moi. À l'époque, je dormais en moyenne 3h30 par nuit. Si j'arrivais à dormir 4 heures, cela ressemblait à un miracle, à des vacances. Chaque matin, je me réveillais par pure tension avant même que mon réveil de 4 heures ne sonne. Je m'aspergeais le visage d'eau froide et regardais les cernes reflétées dans le miroir en me chuchotant, juste encore un peu, plus que 2 ans. Parallèlement à mes études d'infirmière et mes stages cliniques, je cumulais 2 boulots à temps partiel. Du petit matin jusqu'au milieu de l'après-midi, j'endurais des rotations exténuantes au CHU. Dans un état de tension constant,
je courais partout pour vérifier les signes vitaux des patients, aider aux soins d'hygiène et rédiger des rapports jusqu'à ce que mes jambes menacent de lâcher. Le soir, je travaillais comme serveuse dans une brasserie près du campus. Et à partir de minuit, après la fermeture du restaurant, je nettoyais les sols de bureau pour une entreprise de nettoyage ouverte 24h24. C'était aussi mon temps d'étude. Dans les immeubles de bureaux vides et silencieux de la Défense, je passais la serpillière tout en récitant des termes d'anatomie et de physiologie à voix basse. Pendant mes pauses de 15 minutes, je parcourais désespérément un carnet de vocabulaire sorti de ma poche. Camille, tu as encore une mine affreuse. Pourquoi ne prends-tu pas un peu de repos? Le gérant de la brasserie me le disait par inquiétude, mais tout ce que je pouvais faire était de secouer la tête. Ça va. Je dois payer mon loyer et mes manuels scolaires. C'était la vérité. Je n'avais personne sur qui compter. La seule grâce salvatrice était que mon grand-père, Henri, payait directement mes frais de scolarité à l'université. Ça vaut la peine d'investir dans quiconque veut vraiment apprendre. C'était sa politique. Sans lui, j'aurais abandonné mes études depuis longtemps. Quand je me traînais jusqu'à la maison de mes parents après 2 heures du matin, épuisé au-delà des mots, les lumières du salon étaient toujours allumées. La télé hurlait, mêlée à des éclats de rire. Là, avachie sur le canapé, se trouvait ma sœur aînée au chômage, Aurélie, et son mari, Thomas, entourés de boîtes de pizza vidées de canettes de bière. « Oh, tu es rentrée, Camille. Tu es en retard », a dit Aurélie sans quitter la télé des yeux. « Et, tu pourrais courir à l'épicerie nous prendre de la glace. Vanille. Je viens juste de rentrer. Vas-y toi-même. » On est fatigué. Fatigué de rester allongé toute la journée. Mes parents étaient encore pires. Ils prenaient les 500 € que je versais chaque mois pour les dépenses du ménage comme si c'était leur droit naturel. « Camille, tu as payé ce mois-ci ? La facture d'électricité a augmenté, alors à partir du mois prochain, ce sera 600 €. Maman, mon salaire est déjà à la limite. Pourquoi ne demandes-tu pas à Aurélie et Thomas de contribuer aussi ? Au moment où j'ai protesté, le visage de ma mère s'est durci. Aurélie a la vie dure. Elle a 2 enfants en bas âge. Tu es célibataire et insouciante, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. C'est naturel de s'entraider. Le mot « insouciante » m'a poignardé comme un couteau. Quelle partie de ma vie était insouciante? Chaque jour ressemblait à une marche sur une corde raide. Si j'attrapais un rhume et ratais le travail, je risquais de perdre mon budget nourriture pour le mois suivant. Pourtant, j'ai enduré. Un jour, une fois mon diplôme d'État en poche, je pourrais quitter cette maison et vivre seul. Cet espoir seul me faisait tenir. Un soir, au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, l'arôme riche d'un rôti de bœuf et de vin rouge a empli mes narines. Mon estomac a gargouillé bruyamment contre ma volonté. Mon déjeuner ce jour-là n'avait été rien de plus qu'une gourde de compote avalée à la va-vite. J'avais le vertige à cause de la faim et de l'épuisement, mais je ne savais que trop bien que ce festin n'était pas pour moi. Quand je suis entré dans le salon, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un autre royaume. La table de la salle à manger était couverte de plats somptueux, et ma mère Isabelle, mon père Laurent, ma sœur Aurélie, son mari Thomas et leurs 2 fils mangeaient joyeusement. « Oh, tu es rentré. » Ma mère m'a remarqué et s'est arrêtée, sa fourchette en l'air. Dans ses yeux, j'ai capté une faible trace d'agacement, comme si une interruption indésirable était arrivée. « Bienvenue, mais je suis désolé. Aujourd'hui, c'est la fête de récupération post-garde d'enfants d'Aurélie. Nous n'avons rien préparé pour toi. » Sans un mot, j'ai enlevé mes chaussures et me suis dirigé vers le réfrigérateur de la cuisine. Il devait y avoir le blanc de poulet que je m'étais offert avec mon propre argent après avoir été payé hier. Mon déjeuner pour demain. Mais quand j'ai ouvert le frigo, il avait disparu. Et, où est mon poulet? Quand je me suis retourné, Thomas essuyait de la sauce au coin de sa bouche avec une serviette et a dit avec désinvolture, « Oh, ça. Désolé. Je l'ai utilisé comme apéritif tout à l'heure. » La date de péremption approchait de toute façon, alors je m'en suis occupé. « Tu t'en es occupé? » C'était mon déjeuner pour demain. Je l'ai acheté avec mon argent. Ne sois pas si radine, Camille, a coupé Aurélie en faisant tourner son verre de vin. C'est juste quelques euros. Pourquoi s'énerver pour si peu? Thomas est très stressé par sa recherche d'emploi en ce moment. Si tu es de la famille,
ne devrais-tu pas vouloir aider ton beau-frère à se nourrir? La dernière fois que Thomas avait passé un entretien d'embauche, c'était il y a plus de 6 mois. Je savais exactement comment il passait ses journées, jeux vidéo en ligne et sport à la télé. Mon taux horaire est bas. Avez-vous une idée du temps que je dois travailler juste pour me payer ce poulet? Quand j'ai élevé la voix, mon père, Laurent, a claqué sa main sur la table. Camille, comment oses-tu parler à ta sœur comme ça? Tu es mesquine. C'est une bonne occasion. Parlons argent. Il a posé une épaisse enveloppe sur la table. Rien qu'à l'épaisseur des billets, je pouvais dire que c'était une somme substantielle. Il a fait glisser l'enveloppe, non pas vers moi, mais vers Aurélie. Tiens, Aurélie. Le soutien de ce mois-ci. Il y a 2000 € là-dedans. Mes yeux se sont écarquillés. 2000 €. Il les remettait sans effort à une fille qui ne travaillait pas du tout. Merci, papa. Ça aide vraiment, a dit Aurélie en serrant l'enveloppe avec un sourire radieux. Attends une seconde, papa. Quand je t'ai demandé de l'aide pour mes livres la semaine dernière, tu as dit que tu n'avais pas les moyens, n'est-ce pas? Alors comment peux-tu donner autant d'argent à Aurélie chaque mois? Ma mère a répondu avec un soupir. Camille, tu ne comprends vraiment pas. Aurélie a une famille à protéger. Les apparences comptent, et on ne peut pas laisser les enfants se sentir misérables, n'est-ce pas? Ils ont besoin de dignité. De la dignité? Et moi, je n'ai pas besoin de dignité. Tu es célibataire. Vivre pour une seule personne est gérable. Aurélie et sa famille sont juste dans une phase coûteuse de leur vie. J'ai ravalé ma colère et me suis retiré dans ma chambre. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, je suis resté sans voix. Ma petite chambre, censée être mon sanctuaire, avait été saccagée. Les notes d'anatomie que j'avais étalées sur mon bureau étaient éparpillées partout sur le sol. Mes précieux manuels étaient gribouillés au crayon gras, et plusieurs pages avaient été arrachées. Sur le lit, mes neveux sautaient avec leurs chaussures aux pieds. « Qu'est-ce que vous faites ?» Quand j'ai crié, les enfants ont éclaté en sanglots de surprise, et Aurélie est arrivée en courant. « Et, qu'est-ce que tu fais à mes enfants? Regarde ça. Mes notes sont fichues. J'ai un partiel demain. Ce ne sont que des bouts de papier, non? Les enfants jouaient, c'est tout. Essaie d'être plus ouverte d'esprit. Honnêtement, étudier tout le temps déforme vraiment ta personnalité. » Elle a lancé ses mots d'adieu et a quitté la pièce avec les enfants. Quand le silence est revenu, je me suis effondré sur le sol, serrant mon cahier déchiré dans mes mains. Je quitterai cette maison quoi qu'il arrive. Cette détermination seule m'a empêché de perdre la raison. Mais je ne savais pas alors. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, mon billet doré pour sortir de cet enfer avait déjà été dissimulé et détruit par mes propres parents. Mon 20e anniversaire est tombé un mardi sombre et pluvieux. Je ne m'attendais à rien. Je savais que les attentes n'existaient que pour être trahies. Pourtant, quelque part au fond de moi, j'attendais des nouvelles de mon grand-père, Henri. Peu importe à quel point il était occupé, il m'envoyait toujours une carte ou m'appelait pour mon anniversaire, chaque année. Mais mon téléphone n'affichait aucune notification. Quand je suis rentré tard ce soir-là, traînant les pieds, mes parents, Aurélie et Thomas étaient réunis autour de la table de la salle à manger, chuchotant à voix basse. Au moment où j'ai ouvert la porte, ils ont relevé la tête brusquement et ont caché à la hâte des documents étalés sur la table. « Oh, Camille, tu es rentrée » a dit mon père, Laurent, en s'éclaircissant la gorge théâtralement. « À bien y penser, c'est ton anniversaire aujourd'hui, hein? Félicitations. Tiens. » Ma mère, Isabelle, m'a nonchalamment jeté une enveloppe contenant une carte cadeau de 20 €. Merci. Est-ce que grand-père vous a contacté? L'air dans la pièce s'est instantanément tendu. Mes parents ont échangé un bref regard. Oh, à ce sujet. Ton grand-père a appelé. Il est en Amérique du Sud en ce moment, en train de monter une nouvelle affaire quelque part sans même avoir de réseau correct. Il a dit de te passer le bonjour, mais qu'il n'a ni le temps ni les moyens d'envoyer un cadeau. Je vois. S'il est occupé, on n'y peut rien. Son explication semblait raisonnable, mais mon instinct me disait que quelque chose clochait. Mon grand-père n'était pas ce genre de personne. Juste à ce moment-là, Aurélie a laissé échapper un sourire qu'elle ne pouvait clairement pas réprimer. Dans sa main, j'ai aperçu le bord d'une brochure glacée qu'elle n'avait pas réussi à cacher à temps. Et, maman. Tu ne trouves pas que cette cuisine avec îlot central est incroyable?
Tu pourrais cuisiner tout en gardant un œil sur les enfants. C'est vraiment magnifique. Et le salon est si spacieux. On dirait qu'il est très ensoleillé aussi. Vous déménagez? Aurélie m'a regardé avec un sourire triomphant. Oui, nous avons enfin trouvé une maison digne de nous. Oh, Thomas a trouvé un travail? Et, surveille tes paroles, a claqué Thomas, bière à la main. C'est juste. Eh bien, notre chance qui tourne. La vie n'est pas si mal après tout. J'ai perdu tout intérêt et me suis dirigé vers ma chambre. Ils avaient probablement encore soutiré de l'argent à nos parents. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais pas savoir, c'était que parmi les documents qu'ils avaient cachés se trouvait un acte de propriété à mon nom, et que la magnifique nouvelle maison dont Aurélie était si excitée était la maison même que mon grand-père m'avait offerte. Le verdict est tombé brutalement la semaine suivant mon anniversaire. Je vais aller droit au but. Nous quittons cet appartement à la fin du mois, a dit mon père sur un ton professionnel après le dîner. Déménager? Où allez-vous? Nous déménageons dans la nouvelle maison d'Aurélie, a poursuivi ma mère. C'est un endroit merveilleux. Nous vivrons tous ensemble et aiderons à s'occuper des petits-enfants. Aurélie a reniflé avec suffisance. C'est exact. Il y a plein de chambres. En échange de s'occuper de maman et papa dans leurs vieux jours, nous avons préparé des chambres spacieuses pour eux. Comment avez-vous pu vous offrir quelque chose comme ça? Cela ne te regarde pas, a coupé mon père sèchement. Ce qui est important, c'est ceci, il n'y a pas de place pour toi là-bas. J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire? Exactement ce que ça veut dire. Cette maison est un sanctuaire pour la famille d'Aurélie. Tu as 20 ans maintenant, n'est-ce pas? Ne penses-tu pas qu'il est honteux pour une fille adulte de continuer à vivre au crochet de ses parents? Au crochet? Je paie mes propres frais de scolarité et mes dépenses. Si quelqu'un vit au crochet des autres, c'est Aurélie et son mari. Surveille ta bouche. A rugi mon père. Ta sœur vient de saisir une opportunité majeure dans la vie. Et au lieu de la célébrer, tout ce à quoi tu penses, c'est toi-même et où tu vas vivre. À quel point peux-tu être égoïste? Égoïste? Vous me dites que je perds ma maison? C'est pour ça qu'on te dit de devenir indépendante, a dit ma mère, la voix douce mais les yeux froids. Prends ça comme ta chance de commencer à vivre par toi-même. Tu seras parti d'ici ce week-end. Fais tes valises et pars. Nous ne te donnerons pas notre nouvelle adresse. C'est de l'amour vache. Pour que tu ne reviennes pas en rampant. Essaie de comprendre nos intentions de parents. L'amour parental. Comment pouvaient-ils même se résoudre à utiliser un tel mot? Leurs véritables intentions étaient douloureusement évidentes, ils n'avaient plus besoin de l'argent que je gagnais. Ce week-end-là, j'ai quitté l'appartement avec 2 valises remplies de tout ce que je possédais et un simple sac à dos. Ma famille avait déjà déménagé ses affaires et était partie sans moi. N'ayant nulle part où aller, j'ai fini par atterrir au foyer Saint-Vincent, en périphérie de la ville. Les nuits là-bas n'étaient jamais calmes. Des tours résonnaient de toutes parts. Des gémissements de personnes piégées dans des cauchemars. L'odeur de l'eau de Javel mélangée à la moisissure flottait dans l'air. J'étais forcé de fournir un échantillon d'urine avec la porte des toilettes ouverte, juste devant un superviseur. Je me mordais la lèvre jusqu'au sang, retenant mes larmes en obéissant. J'étais une future professionnelle de santé. Je n'avais jamais touché à la drogue, et pourtant, dans cet endroit, je n'étais rien de plus qu'un numéro sous surveillance. La nuit, je dormais en serrant mon sac à dos contre ma poitrine comme un bébé. À l'intérieur se trouvaient mes coûteux manuels de médecine et le peu d'argent liquide qu'il me restait. Même les chaussures étaient volées là-bas, alors je nouais mes lacets autour de mes poignets avant de ramper dans le lit. À 5 heures du matin, on nous secouait pour nous réveiller. Après les corvées de nettoyage, je me changeais pour mettre ma blouse blanche dans des toilettes publiques près de la gare. C'était là qu'existait Camille, l'étudiante infirmière diligente et brillante. Un jour de pluie, tremblant de fièvre dans le foyer, j'ai fait défiler les réseaux sociaux sur mon téléphone. Une photo publiée par Aurélie est apparue. Dans un salon spacieux et moderne, toute la famille se tenait souriante, verre levé, rassemblée autour d'une cheminée rougeoyante. La légende disait, notre première fête dans notre nouvelle maison. Reconnaissante pour la meilleure famille de tous les temps. À travers la baie vitrée derrière eux, je pouvais voir la magnifique vue nocturne de Neuilly. Pourquoi grelottais-je dans un lit moisi pendant qu'il se réchauffait près d'une cheminée? J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes,
brûlant de frustration et d'un sentiment d'injustice. Et puis le lendemain matin, alors que je sortais en titubant du foyer, la voiture de mon grand-père Henri m'attendait juste devant. Quand j'ai fini de tout lui raconter, Henri, le redouté homme d'affaires, s'est couvert le visage des deux mains, les épaules secouées par les sanglots. « Je suis désolé. J'ai été un imbécile. J'ai trop fait confiance à tes parents. » Il a essuyé ses larmes et m'a regardé avec des yeux pleins de résolution. « Camille, écoute bien. Cette maison dans laquelle Aurélie vit, celle à Neuilly, je l'ai achetée avec mon propre argent et je l'ai enregistrée à ton nom. C'était à maison. » « Quoi ? L'acte et les clés ont été confiés à tes parents par l'intermédiaire de mon avocat. Je leur ai dit que c'était une surprise pour toi. Ils l'ont volé, t'ont trompé et t'ont même mise à la porte. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Cette maison, celle dont Aurélie s'était vantée comme étant digne d'eux, était la mienne. Ce n'est pas possible. Si, et je vais le prouver. Mon grand-père m'a installé dans une suite d'hôtels de luxe et s'est assuré que je mange correctement. Pendant que je me reposais, il a appelé ma mère, Isabelle. « Papa, comment vont les affaires en Amérique du Sud ?» Sa voix mielleuse sortait du haut-parleur. « Ça va bien. »« Au fait, comment va Camille ? » Je n'ai pas réussi à la joindre. « Oh, elle va très bien. Elle adore vivre seule dans un appartement près de son école. Elle a dit qu'elle voulait se concentrer sur ses études, alors elle nous a demandé de ne pas trop la contacter. » Un mensonge. Il ne savait même pas où j'étais. Je vois. En fait, il semble que je pourrais rentrer pour ce Noël. J'espérais que nous pourrions tous nous réunir en famille. Vraiment ? C'est merveilleux. Alors tu dois venir à la nouvelle maison. Oh, une nouvelle maison. Ça a l'air charmant. Camille sera là aussi, je suppose. Bien sûr. Oui. Je l'inviterai. Encore un mensonge. Après avoir raccroché, mon grand-père a parlé froidement. « Tu as entendu ça, Camille ? Ils ne se soucieraient même pas si tu étais morte, tant que leurs mensonges ne sont pas exposés. » Il s'est levé et a regardé par la fenêtre. « J'ai déjà contacté mes avocats, les registres fonciers, les historiques de transfert. Tout sera examiné. Et puis Noël. » Il s'est retourné vers moi et a souri doucement. « D'ici là, repose-toi ici. Et à Noël, tu porteras la plus belle robe et tu retourneras avec moi dans ta maison. » Le soir du réveillon de Noël, je portais une robe en velours cramoisi profond que mon grand-père avait choisie pour moi. « Tu es magnifique, Camille. C'est celle que tu as toujours été destinée à être. » Nous sommes montés dans la limousine qui attendait et nous nous sommes dirigés vers les quartiers chics de l'ouest parisien. Bientôt, la voiture s'est arrêtée devant une grande propriété avec un portail imposant. Elle était là, la maison dont j'avais rêvé. Une belle façade en pierre de taille, mais sur la porte d'entrée pendait une couronne de mauvais goût qui disait « Bienvenue chez la famille Martin ». « Es-tu prête ? » ?»« Oui, je suis prête. » Mon grand-père a sonné. De l'intérieur est venue la voix joyeuse de ma mère. « J'arrive. » Ça doit être le livreur de pizza. La porte s'est ouverte. Joyeux, le sourire qui s'étalait sur le visage de ma mère s'est figé instantanément. Devant elle se tenait le père qui était censé être en Amérique du Sud et la fille qui était censée avoir disparu. Père. Et Camille. Ce n'est pas possible. Pourquoi êtes-vous ici ? Nous avons été invités, a dit mon grand-père froidement. C'est une fête dans votre nouvelle maison, n'est-ce pas ? Laissez-nous entrer. Il a bousculé ma mère et est entré d'un pas assuré dans le hall d'entrée. Quand nous sommes entrés dans le salon, la scène devant nous était un véritable festin. La table était couverte de plus de nourriture que quiconque ne pourrait finir. Sur le canapé, Aurélie étalait un sac à main de créateur flambant neuf tandis que Thomas tirait tranquillement sur un cigare. Mon père, Laurent, était de bonne humeur, découpant la dinde. Et, Isabelle. Qui est à la porte ? Ne me dis pas que le gâteau est déjà. Il a levé les yeux, le couteau toujours à la main, et s'est figé. L'air dans la pièce est devenu vide de tout son en un instant. Eh bien, Laurent, Aurélie, Thomas, vous semblez bien vous amuser dans la maison de ma petite fille. Le poids de ces mots seuls a semblé faire chuter la température en dessous de zéro. Grand-père, tu as dit que tu ne rentrerais pas avant la semaine prochaine. Les plans changent.
Mon grand-père a pointé sa canne vers la photo de mariage d'Aurélie et Thomas accrochée au mur. Expliquez-moi ça. Pourquoi vivez-vous dans la maison que j'ai donnée à Camille? Et pourquoi Camille a-t-elle été forcée de dormir dans un foyer d'urgence pour sans-abri? Sans-abri, a râlé mon père, me fixant dans ma robe. De quoi parles-tu? Camille vivait dans un appartement. Silence. Le cri de mon grand-père a claqué comme le tonnerre. Je ne suis pas là pour des excuses. Nous réglons tout ici et maintenant. La police et les avocats sont déjà en route. Ce n'est pas une réunion de famille. C'est un procès. La police? Au loin, le son des sirènes a commencé à se faire plus fort. Papa, attends. C'est un malentendu. Nous allions lui dire aujourd'hui. Nous avons donné la maison à Aurélie. Elle a une famille. Elle la mérite plus, a crié ma mère, essayant de saisir le bras de mon grand-père, mais il a repoussé sa main. Il n'y a pas de malentendu. Ce que vous avez fait à Camille est un crime. Abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie. À ces mots, Aurélie, tremblante, a coupé la parole. Mais grand-père. Camille est célibataire. Elle ne peut pas gérer une si grande maison seule. J'ai des enfants. Ne serait-il pas plus raisonnable que toute la famille l'utilise? Camille comprendrait, n'est-ce pas? Pas vrai, Camille? Elle m'a regardé désespérément, ses yeux implorants, s'il te plaît, joue le jeu, j'ai lentement secoué la tête. Non, Aurélie. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. On ne m'a même pas dit que cette maison existait. Vous avez caché les documents, vous m'avez menti, et ensuite vous m'avez jeté dehors. C'était pour encourager ton indépendance, a commencé mon père, mais avant qu'il ne puisse finir, 3 officiers de police et un avocat sont entrés. Monsieur Henri Martin. Nous sommes ici suite à votre signalement. Non. Allez-vous nous arrêter, a hurlé Aurélie. Nous ne procédons pas à des arrestations pour le moment, a dit l'avocat calmement. Cependant, cette propriété appartient à mademoiselle Camille Martin. Vous n'avez aucun droit légal de résider ici. Cela constitue une occupation sans droit ni titre et vous êtes tenu de quitter les lieux immédiatement. Immédiatement? Maintenant? A crié Thomas. Il neige dehors. On a des enfants. Où sommes-nous censés aller? Cela ne me regarde pas, a craché mon grand-père. Vous êtes-vous inquiété de savoir où irait Camille quand elle tremblait seule au cœur de l'hiver dans un foyer? Camille a passé 5 mois en enfer. Vous allez maintenant passer bien plus longtemps à faire face aux conséquences de votre propre stupidité. S'il te plaît, pardonne-nous. Ma mère s'est effondrée sur le sol. Si le soutien mensuel s'arrête, nous ne pourrons pas survivre. Un soutien qui s'arrête aujourd'hui. J'ai donné instruction à ma société de gestion de patrimoine de stopper définitivement tout virement vers vous. J'ai aussi révisé mon testament. Vous ne recevrez pas un seul centime. Non, c'est impossible. 72 heures, a annoncé un policier. Vous avez 72 heures pour récupérer vos effets personnels et partir. Une procédure d'expulsion formelle suivra. Ce qui a suivi fut le chaos pur. Aurélie courait partout en serrant ses sacs à main. Thomas essayait d'emporter des bouteilles d'alcool coûteuses et a été arrêté par la police. Mes parents se hurlaient dessus, se rejetant la faute mutuellement. C'était le vrai visage de la famille par qui j'avais tant désiré être aimé. Ils n'étaient rien de plus que des parasites liés par l'argent de mon grand-père et mon sacrifice. Enfin, mon grand-père a prononcé son jugement final. Ne vous approchez plus jamais de Camille. Si vous tentez de la contacter, je m'assurerai personnellement que vous passiez le reste de vos jours en prison. La lourde porte d'entrée a claqué. Le son était profond, définitif et étrangement rafraîchissant. Il marquait la fin de mon passé. C'est fini, Camille, a dit mon grand-père en me tirant doucement dans ses bras. C'est ta vraie maison. J'ai enfoui mon visage dans la poitrine de mon grand-père, les larmes coulant sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de renaissance. 6 mois se sont écoulés depuis ce bouleversement, et le printemps est arrivé. Ma maison est maintenant enveloppée d'une douce lumière solaire. Le salon, autrefois encombré et criard des désirs incontrôlés de ma famille, a rené comme un espace simple et apaisant. Quant à ce qu'il est advenu d'eux par la suite, voici ce que j'ai entendu dire. Mes parents ont fini par divorcer après s'être entredéchirés à force de disputes constantes. Mon père,
Laurent, incapable de trouver un travail stable à cause de son âge, survit à peine avec un petit boulot de régulation de trafic. Ma mère, Isabelle, après avoir fait le tour de ses amis pour mendier de l'argent, a été abandonnée par tous et vit maintenant dans un vieux logement HLM. Et ma sœur Aurélie et son mari Thomas. Pour la première fois de leur vie, ils font face à la réalité de devoir suer pour survivre. Ironiquement, le travail que Thomas a fini par trouver est celui de nettoyeur de nuit dans la même entreprise de nettoyage où je travaillais autrefois. Aurélie, quant à elle, fait frire des pommes de terre dans la cuisine graisseuse d'un fast-food. Ils se plaignent du mal de dos et des bas salaires, paraît-il. Mais ce sont exactement les épreuves que j'ai endurées en silence. Quelquefois, des lettres et des appels manqués sont arrivés de leur part. Nous sommes désolés. Tu ne veux pas voir tes parents? Et finalement, s'il te plaît, aide-nous financièrement. J'ai passé chaque lettre au destructeur de documents et bloqué chaque numéro sans hésitation. Cela semble-t-il cruel? Non. C'est un mur nécessaire que j'ai construit pour protéger ma dignité. J'ai maintenant atteint en toute sécurité ma dernière année d'école d'infirmière. Mon grand-père, Henri, vient souvent le week-end, et nous passons du temps à entretenir le jardin ensemble. Tu es devenue forte, Camille, dit-il en souriant doucement. À travers cette expérience, j'ai tiré une leçon inestimable. La gentillesse sans limite n'est pas une vertu. C'est une faiblesse, une brèche que les gens malveillants peuvent exploiter. Le véritable amour ne signifie pas accepter chaque demande déraisonnable. Avoir le courage de dire non et se respecter mutuellement en tant qu'individus indépendants, voilà ce qui fait une relation saine. Aujourd'hui, je vis sans être exploité, sans avoir à deviner l'humeur des autres, guidant ma vie par ma propre volonté. Ma vraie vie ne fait que commencer.